Donc je vais vous parler de la prise en charge médico-sociale de manière générale. Je ne connais pas spécifiquement les agénésies du corps calleux. Ce qu'on a pu m'en dire, c'est que dans la plupart des cas, il n'y a aucun symptôme. Quelquefois une lenteur, ce qui peut être assez récurrent. Parfois un déficit intellectuel, une épilepsie ou des troubles du comportement. Donc moi je ne connais pas vos attentes, je ne connais pas vos connaissances, donc je vais peut-être vous dire des banalités. Et en même temps, je crois savoir qu'il y a dans la salle des personnes qui souhaitent se fédérer en association. Donc je vais essayer de l'aborder sous cet angle-là. Donc déjà, ce qu'on peut dire sur la prise en charge sanitaire, c'est que dans le cas d'une maladie rare, chronique, on peut demander la prise en charge des soins dans le cadre d'un 100% d'une ALD, que si vous venez dans un centre de référence qui est éloigné de chez vous, vous pouvez demander une prise en charge des transports, mais bien sûr, c'est le médecin qui décide du mode de transport qu'il prescrit. Je vais aborder 3 points, la rééducation, les lieux de rééducation, la scolarité et la reconnaissance du handicap. Les structures de rééducation, alors moi je suis plus en pédiatrie, donc je connais plus les structures pédiatriques. Vous avez le libéral, c'est assez facile, il faut une ordonnance, une prescription, et puis des structures médico-sociales. Dans les 2 cas, c'est pas toujours facile pour les familles, parce que le libéral, par exemple, pour l'orthophonie, dès qu'on sort des centres-villes, dès qu'on est un peu dans des déserts médicaux, trouver une orthophoniste en plein milieu d'année, bon courage. Même ça arrive dans le 93, donc les familles peuvent faire des kilomètres pour trouver une orthophoniste en cours d'année. Et puis que tout n'est pas remboursé, comme la psychomotricité, l'ergothérapie, la psychothérapie. Dans des structures médico-sociales comme les CAMS, les CESAD, j'ai pas assez de temps pour tout vous détailler. C'est des structures qui sont pluridisciplinaires, c'est bien, parce qu'il y a un véritable staff, que tout est pris en charge financièrement, mais il n'y a pas suffisamment de place. Ça, c'est aussi l'inconvénient. Quelquefois, on peut attendre plusieurs années. Mais quelquefois, ça vaut le coup d'attendre plusieurs années. Du point de vue de la scolarité, quand les enfants sont scolarisés en milieu ordinaire, il y a 3 types de plans qui vont permettre de proposer des aménagements spécifiques pour l'enfant. Il y a le protocole d'accueil individualisé. Donc là, c'est un protocole qui est élaboré pour des aménagements spécifiques en lien avec un trouble de la santé. On pense à des traitements à prendre pendant les heures de classe, la conduite à tenir en cas de crise d'épilepsie. C'est le médecin scolaire qui rédige ce plan avec l'aide du médecin hospitalier si besoin. Il y a un plan qui est nouveau et vous y allez peut-être y être confronté, c'est le PAP, le protocole d'aménagement pédagogique qui est né en 2016. Ça a été initié et créé plus par exemple pour les 10 et les troubles des apprentissages. Donc c'est là où on va retrouver des aménagements vraiment pédagogiques autour de la lenteur, la fatigabilité, vraiment des aménagements pédagogiques. Et puis on a le PPS, le projet personnalisé de scolarisation, qui lui est en lien direct avec les MDPH. MDPH, on verra que c'est des dossiers qui sont longs, quelquefois laborieux, même souvent, et surtout longs. Donc, dans ce cadre de ces PPS, on peut demander une aide humaine, une auxiliaire de vie scolaire, on peut demander un tiers-temps, on peut demander des adaptations du temps de scolarisation, des aides techniques, un transporteur et une orientation vers une classe spécialisée ou un institut spécialisé. Pour les 3 plans, ce qui est important de savoir, c'est à qui en parler. C'est toujours la même équipe, c'est l'équipe éducative. Donc l'équipe éducative, c'est avant tout le directeur de l'école, l'enseignant de l'enfant, qui va inviter des professionnels de l'éducation nationale. Donc ça peut être des enseignants spécialisés à pédagogie différenciée, le médecin scolaire, l'infirmière, les rééducateurs de l'enfant, et même moi en tant qu'assistante sociale, ça m'arrive d'aller en réunion éducative pour porter la parole de l'hôpital Necker et des médecins hospitaliers. Donc d'abord leur en parler, ils vont se réunir, en tant que parents, ils vont proposer aux parents de venir, de réfléchir, et en fonction des aménagements a priori utiles pour l'enfant, ce sera un PAI, un PAP ou un PPS, ou quelquefois les 2 ou les 3.
Mais ce qui me semble important de dire, parce que je ne vais pas non plus vous faire une liste exhaustive de tous les dispositifs, parce que vous avez des tas de topos sur les sites de l'éducation nationale et des MDPH. Moi, dans mon expérience d'assistante sociale, ce qui me paraît important de dire, c'est qu'il y a des étapes clés dans la vie de l'enfant, clés liées aux étapes d'apprentissage et liées à son développement. Par exemple, l'entrée en CP, l'entrée dans les apprentissages, l'entrée en 6e, où justement les exigences deviennent de plus en plus difficiles, l'entrée en 4e ou 3e, où là, la puberté arrive et on a déjà l'orientation post-3e qui déjà commence à pointer le bout de son nez. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces étapes-là? C'est déjà anticiper, s'y prendre assez tôt, par exemple vers le mois d'octobre, novembre. Ne pas s'y prendre au mois de mai pour une rentrée en seconde 3-4 mois plus tard. Pour les petits, ce que vous pouvez essayer de faire, alors vous allez peut-être me gronder à la fin parce que je vous parle de dispositif idéal, mais il n'y a souvent pas beaucoup de place, c'est de prendre un rendez-vous dans un centre de référence des troubles des apprentissages. Il y en a plusieurs, je vous mettrai à la fin le site où on peut trouver la liste, où là, une équipe pluridisciplinaire propose un véritable bilan psychométrique, pédagogique, pour faire des préconisations concrètes autour de la scolarisation de l'enfant. Un point bien sûr avec l'école, les rééducateurs, un bilan psychométrique, donc peut-être en faire tous les 3 ans parce que ça évolue, mais ça où il y a eu plein de psychologues et de neuropsy dans la salle, un bilan neuropsy beaucoup plus fin pour évaluer par exemple les fonctions attentionnelles, les différentes mémoires. Et puis il faut savoir qu'effectivement ces bilans ont un coût, hein, quand on n'est pas pris en charge dans un CAMS, un CMPP ou à l'hôpital. Et puis pensez au collège, au conseiller d'orientation. Nous, à Necker, on a la suite. Donc si vous avez des ados qui sont suivis à Necker, on a la suite qui est née en 2016, qui est un service de transition ados, jeunes adultes, et on a une psychologue qui aide les jeunes à élaborer un projet. Et qui travaille aussi en partenariat avec des services de pathologie professionnelle. C'est pareil, il n'y en a pas beaucoup, ça existe, mais c'est des médecins du travail qui vont réfléchir aux métiers adaptés pour les jeunes et à quelles adaptations on peut proposer sur le poste de travail. Alors, agénésie du corps calleux et handicap, comme les symptômes sont variés, on peut pas dire agénésie égale handicap, puisque depuis la loi de 2005, le handicap ne dépend pas du tout d'un diagnostic ou d'une étiologie, mais dépend vraiment d'une limitation d'activité ou d'une restriction d'activité comparée à un enfant d'un même âge sans déficit, sans déficience. Donc cette notion de limitation d'activité, il faut bien l'intégrer pour comprendre comment les MDPH vont traiter les dossiers. Donc les MDPH, j'imagine que l'ensemble des personnes ici le savent, donc depuis la loi de 2005, une par département, avec une commission des droits et de l'autonomie, qui ont pour mission de fixer un taux d'incapacité, donc grosso modo où on est en dessous de 50, où on est entre 50 et 79, où on est au-delà de 80. Et une fois qu'elle a évalué ce taux d'incapacité, elle va voir quelle compensation on peut mettre en place, une allocation, une carte mobilité, une orientation. À titre d'information, il y avait 4,5 millions de demandes en 2015 en France. Alors, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si vous avez un enfant atteint d'agénésie qui a des difficultés de lenteur, des troubles des apprentissages, pourquoi on peut la demander? On peut la demander déjà pour compenser le temps que l'on prend avec son enfant pour l'accompagner à des séances de rééducation, le fait de travailler à 80% ou à 50% pour faire toutes ces conduites, et puis pour compenser des surcoûts non remboursés par la sécurité sociale, comme justement les bilans neuropsy, psy, la psychomotricité. Alors là aussi, mon objectif, c'est un peu de vous montrer quel est l'esprit de la loi 2005 et comment les MDPH traitent les dossiers. Parce que c'est bien beau de parler de dispositifs, mais la première étape d'évaluation du handicap, c'est vraiment le guide barème qui date de 2007, où les MDPH vont considérer l'altération d'une fonction, la déficience et son retentissement dans la vie quotidienne, dans tous les champs de la vie quotidienne. Ensuite, elle va voir si l'enfant a besoin d'une compensation. Et là, elle va utiliser le GEVA. C'est un outil qui s'impose à tous les départements, qui fait plus d'une 40aine de pages. C'est pour ça que c'est très important de bien remplir les dossiers MDPH et d'en mettre plus que pas assez, parce qu'eux ont 40 pages qui vont balayer tous les champs
de la vie de l'enfant, que ce soit les interactions sociales, tout. Donc ce guide prend en compte la référence à un enfant du même âge sans déficience, la nécessité de recours à une tierce personne et les frais liés au handicap. Donc, si je peux résumer, c'est en limitation d'activité qui nécessite une compensation. Je prends un exemple. Maintenant, je suis en maxillo. En maxillofacial, j'ai des jeunes qui ont des fentes labiopalatines. Ils ont des difficultés d'élocution. Ils ont vraiment une déficience esthétique et ils subissent de la moquerie des camarades. Et ben, les MDPH ne considèrent pas ça comme un handicap. Ils peuvent parler. Ils n'ont pas besoin de compensation. Et donc là, on est en train de se battre avec le service pour vraiment bien élaborer toute une grille de limitations. Parce que oui, il y a des limitations dans la vie sociale. Et oui, par exemple, se faire moquer, ça nécessite une prise en charge psychologique. Et oui, la prise en charge psychologique, ce sont des frais non remboursés. Donc ça, c'est à évaluer. Enfin, on est en train de commencer ce travail-là. Mais je pense que si vous mettez en association, ce sera peut-être l'occasion de travailler ensemble sur tous les champs des limitations d'activité et tous les besoins de compensation. Et ça peut être vraiment intéressant de faire des dossiers MDPH et de voir comment dans chaque département ils traitent les dossiers. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est de se faire comprendre. Agénésie du corps calleux, c'est apparemment fréquent, mais c'est pas si fréquent que ça. C'est dans les écoles, auprès des rééducateurs. Par exemple, vous avez la fiche grand public d'Orphanet. C'est bien de la donner. Vous avez aussi le site Tous à l'école. C'est un site qui a été créé en 2004 ici à Necker. Et je vais vous montrer un visuel. C'est plus repris sous l'angle des maladies rares, mais des besoins particuliers. Donc vous avez des fiches justement sur les troubles attentionnels, sur la fatigabilité, sur les tire-temps, vous avez beaucoup de fiches très utiles. Les enseignants ne les connaissent pas forcément, et je pense que quand vous arrivez avec ces fiches-là, qui sont vulgarisées, c'est assez utile. Donc pour conclure, en fait, c'est assez facile à dire, mais compliqué à suivre au long cours, c'est déjà d'anticiper les démarches. Les MDPH, c'est au moins 6 mois, donc anticiper dans l'année. Par exemple, si vous avez un enfant qui a besoin d'un tiers-temps et qui est en 3e pour le brevet, ne pas s'y prendre au mois de mai, s'y prendre dès le mois d'octobre. Trouver les personnes ressources. Personnes ressources, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans un CAMS. Quelquefois, les CAMS, même s'ils n'ont pas de place pour vous prendre en charge, ou un CESAD, une structure médico-sociale, ils vont pouvoir être ressources pour vous donner le bon rééducateur. Des petites choses comme ça. Se faire accompagner dans les démarches administratives. Donc moi, c'est mon boulot de le faire. Je le fais au quotidien. Et savoir se faire comprendre, ne pas forcément brusquer le rééducateur, le personnel de l'éducation nationale. Savoir un peu se faire un peu son propre avocat sans pour autant les brusquer, quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Puis j'attends vos questions si vous en avez.